on fait des musulmans en général le nouveau potentiel bouc émissaire à la société française. Et je dis, pas en mon nom en tout cas. C'est pas le projet de société que je porte, ni en tant que juif, ni en tant que français. Salut tout le monde, nouvel épisode des Vrais. Aujourd'hui, mon invité est un rabbin un peu particulier. Avec son épouse Myriam, ils sont les pionniers du courant juif orthodoxe moderne en France. Il nous expliquera bien évidemment ce que ça veut dire. C'est surtout, et c'est ce qui m'intéresse le plus, un trait d'union entre les communautés, un homme de dialogue qui repense l'universalisme à la française et dont la parole mérite d'être entendue. Émile Ackerman, bienvenue parmi les Vrais. Merci beaucoup. À quel moment t'as pris conscience d'être juif, Émile ? Je suis né dans une famille orthodoxe assez classique, donc j'ai grandi avec ça, ça n'a jamais été une question, ça a toujours fait partie de mon identité. Je suis né juif, j'ai eu ma circoncision juste après la naissance, et je viens d'une famille qui elle-même est juive orthodoxe depuis des générations. Donc j'ai pas eu de révélation identitaire, ça a été quelque chose qui m'a accompagné depuis ma naissance. Mais justement, quand on est baigné dans un milieu qui l'est profondément, on se pose pas la question. Et donc à quel moment tu t'es dit, tiens, je suis juif et c'est une particularité? C'est vrai qu'on se pose la question qu'à partir du moment où on rencontre l'altérité, à partir du moment où on rencontre la différence, alors là, tout à coup, on se dit, ah, mais en fait, qu'est-ce que j'ai de plus, de moins, de différent? On essaye de se comparer, bien sûr, quand on est enfant. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont essayé de m'ouvrir à plusieurs choses, à plusieurs espaces, à plusieurs mondes différents. Donc j'étais en école juive et aussi en école non juive. J'ai fait du privé protestant et du public. J'étais un petit peu partout. Et je pense que Dès le départ, c'était un choix de tes parents C'est de ça. te confronter aux différents mondes? Oui, c'était vraiment dans leur vision éducative. Ils savaient que de toute façon, quand on est juif orthodoxe, on vit, on respire judaïsme, c'est-à-dire au quotidien, la majorité des choix vont être guidés par la loi juive. Et même le rythme des jours, le rythme des mois va être rythmé par les fêtes juives, etc. Donc, c'est pas une question. Finalement, la question, le défi, c'est plutôt de rencontrer l'altérité et de ne pas s'enfermer dans une communauté qui va avoir tendance, forcément, comme toutes les communautés, à être un petit peu trop homogène. Et donc, dès le départ, ma crèche, d'ailleurs, n'était pas une crèche juive. Et ensuite, j'ai fait maternelle primaire juif, mais j'avais des activités extrascolaires avec des personnes non juives. Mes parents avaient des amis non juifs à la maison. Donc, à chaque fois, c'était cette idée qu'on est différent, mais pas tellement. Et il a fallu trouver exactement ce pas tellement. C'est plutôt à l'adolescence que ça vient, quand on essaye de se définir, se trouver un particularisme à soi. Pendant longtemps, tu portais pas la kippa à l'extérieur. Et soudain, tu t'es décidé à la porter. Pourquoi? C'est ça, c'est un de mes débats avec mon père, donc, qui m'a éduqué dans cette idée un peu républicaine que quand bien même c'est légal, de par le droit de porter une kippa ou un signe distinctif religieux dans la rue, il me disait, en France, les gens n'aiment pas trop, ça apparaît comme une volonté de division, donc mon père ne portait pas la kippa dans la rue, et il m'a appris à faire de même. Et c'est plutôt à partir du moment où déjà j'ai commencé à vouloir devenir rabbin et où je me suis un petit peu politisé, c'est-à-dire intéressé finalement aux problématiques de la laïcité, de la place du juif dans l'espace public et des religions en général, que j'ai eu envie de la porter pour au contraire revendiquer ma place en tant que juif et de dire, c'est pas malgré le fait que je sois juif que je suis citoyen français, mais c'est bien en tant que juif que je le suis. Parce que il ne faut pas se mentir, une personne qui est religieuse, eh bien, c'est sa religion qui va guider ses choix moraux, ses choix importants de vie. Et donc, pourquoi je devrais me dissimuler quand tout à coup je vais dans l'espace public et faire comme si c'était pas le cas? En fait, c'est J'ai le cas. presque envie de te poser la question rituelle les lois de la loi de la France ou les lois de la religion? Mais en fait, j'allais y venir. Parce qu'en fait, même si vous demandez à un chrétien s'il préfère Jésus ou Emmanuel Macron, je pense que la réponse... Ça dépend quel chrétien. C'est ça. Mais voilà, a priori, dans l'idée en général, tout religieux dit... ce sont les lois de Dieu, c'est-à-dire les lois dans lesquelles je reconnais des valeurs supérieures et objectives qui vont guider mes choix de vie. Et toute la question religieuse, c'est pas l'affrontement entre les lois de la République et les lois de sa religion, c'est justement de faire en sorte, à l'intérieur de sa propre religion, qu'il n'y ait pas de tension entre les deux, qu'il y ait justement que les deux soient le plus unis, le plus proche possible. Et donc... pour moi, à partir du moment où je reconnais dans la France, pays des droits de l'homme, le fait qu'il est gouverné par des lois qui me semblent justes dans leur ensemble, on va dire, dans les valeurs, voilà, qui sont les socles des lois
en France, eh bien, j'estime qu'il y a une compatibilité et qu'il devrait y avoir compatibilité extrême, on va dire, entre les lois du judaïsme et les lois de la France. Après, dans certains détails, parfois, il va peut-être y avoir des petits conflits de valeurs où des personnes vont venir faire voter des lois qui exprès, justement, pour créer ce genre de division. Mais a priori, dans l'idée, il ne devrait pas y avoir de problématique. Tu l'as dit, tu es devenu rabbin et tu as eu envie de devenir rabbin assez jeune. Moi, ça me fait marrer. À quel moment, mais ça me fait marrer pour les prêtres, pour les imams, etc. À quel moment tu as cette vocation de... Quand on est petit, on veut devenir pompier, on ne veut pas devenir rabbin en général. C'est vrai, moi je voulais devenir avocat quand j'étais petit. D'accord, c'est parce que c'est juif. C'est ça, exactement. J'avais le choix entre avocat ou médecin. Donc, avocat, médecin ou rabbin. C'est ça. Justement, on dit que rabbin, c'est pas un métier pour un juif puisqu'on bosse le samedi. Donc, c'est très drôle, je ne connaissais pas ça. Et en fait, c'est marrant parce que c'est vrai que quand je parle à des amis plutôt chrétiens qui se dirigent donc vers les professions de la foi, oui. Eh bien, ils disent qu'ils ont rencontré Dieu, que c'était une forme de révélation, un petit peu tomber sur le chemin vers Damas. Mais c'est pas du tout mon cas. Étant donné que je suis juif religieux depuis que je suis tout petit, en fait, les problématiques religieuses, elles m'ont accompagné. J'ai grandi là-dedans. Et le fait de choisir le métier de rabbin, c'était choisir un métier, ça s'est un petit peu imposé à moi. Pour l'histoire, en fait, c'est mon épouse qui me dit mais en fait, je vois que tu t'épanouis pas trop dans tes études de droit. Parce que j'ai compris qu'avant d'être avocat, il fallait bachoter pendant 5 ans. Donc ça, c'était pas ce qu'on te dit quand tu as 8 ans. Pour être rabbin, il faut un petit peu bachoter, j'imagine aussi. Oui, mais du coup, c'est un peu plus vivant, on va dire. Là, j'avais beaucoup de par cœur. Donc je m'épanouissais pas énormément. Et elle m'a dit, mais tu devrais être rabbin. Et je lui ai dit, toi, t'as qu'à être rabbin. Oui. Et elle m'a dit deal. Et donc c'est pour ça qu'ensemble, on a cherché à se former. Oui, parce qu'elle est rabbin elle-même. Exactement. Et donc... en fait, ça s'est un petit peu imposé à moi comme une évidence quand elle me l'a dit. Je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, c'est quelque chose que j'aime, la religion, la tradition juive, j'aime sa richesse. Et le métier de rabbin est quelque chose de très intéressant. Je suis assez extraverti en général, assez sociable, mais on est en contact avec énormément de gens de backgrounds extrêmement différents. On fait plein de choses. C'est-à-dire que dans l'espace d'un mois, je vais pouvoir faire un mariage, un enterrement. Je vais pouvoir accompagner des personnes vulnérables, faire du social. En même temps, faire de la liturgie, mener les offices à la synagogue, faire des cours pour enfants, des cours pour adultes. C'est-à-dire, on s'ennuie jamais. Il y a toujours autre chose. On est tout le temps en train de faire quelque chose de différent. Donc moi, ça me va très bien. Mais alors, c'est ma question suivante, et c'est peut-être un blasphème, mais... Est-ce que c'est le rapport à la foi qui t'intéressait ou est-ce que c'est le rapport au public ? Bien, je ne fais pas faire de différence en fait. C'est-à-dire, à partir du moment où on pense que l'humanité a été créée par Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'absolu dans chaque création, dans chaque être humain. Il y a quelque chose d'absolu qui nous échappe en fait. Quelque chose qu'on ne peut pas saisir. Et c'est peut-être comme ça que je vais justifier le fait que je sois extraverti. Mais il y a quelque chose dans la rencontre qui est intéressant. Et donc, les deux sont liés en fait. Je rencontre Dieu à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne. Chaque personne a quelque chose à m'apprendre. Donc il y a un passage assez connu dans la tradition rabbinique qui dit qui est sage, celui qui apprend de chaque homme. Donc chaque personne a quelque chose à m'apprendre en tant qu'elle est créée par Dieu, elle a une étincelle divine en elle, et aussi en tant qu'elle a forcément une histoire. C'est tout un univers entier, et elle a forcément des choses à m'apprendre. Donc les deux, c'est-à-dire être rabbin, c'est ce rapport justement à Dieu, ce rapport à la foi, quelque chose qui est très transcendant, mais qui peut parfois être un petit peu justement immatériel et du coup pas très palpable. Et à l'inverse, du coup, la rencontre avec l'altérité, elle-même aussi peut faire jaillir des étincelles de sagesse. Tu as publié un livre il y a quelques années avec ton épouse qui s'appelait « N'oublions pas qui nous sommes ». Très beau livre sur l'identité, sur ce que c'est d'être un juif en France, ce que c'est d'être un religieux en France. Là, actuellement, on le voit peut-être pas tout à fait à la caméra, mais tu peux le montrer. Tu portes un pins France, qui, je le disais avant l'entretien off, qui pour moi éclipse presque la kippa, quoi. C'est étonnant aujourd'hui de voir quelqu'un avec un pins drapeau français. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans ton parcours, c'est à un moment donné, dans ce livre, tu parles du peu de place qu'on laisse à la foi et du peu de place qu'on laisse aux croyants dans le débat public. Qu'est-ce qu'ils ont à apporter, les croyants ? Alors, pour revenir d'abord sur le drapeau français, c'est vrai que ça m'a énervé en fait de grandir et de voir à quel point le drapeau, le symbole du drapeau et du patriotisme en général avait été confisqué par l'extrême droite et qu'il y avait une forme de soupçon d'extrémisme et de racisme de toute personne qui était fière d'appartenir à son pays, à sa culture.
Et je pense, alors je ne suis pas du tout le seul à le dire ou à le faire, mais je pense qu'il y a un travail, comme aux États-Unis, à faire pour se réapproprier ce drapeau et ce pourquoi en fait il est là, c'est-à-dire c'est quand même la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est quand même des valeurs assez universelles qui sont représentées par ce drapeau, et moi c'est à ça que je pense quand je le mets, et justement j'aime bien un petit peu jouer sur le premier étonnement et qu'on me dise mais je comprends pas et de pouvoir expliquer ça. Donc c'est un petit acte militant, voilà, qui coûte pas grand chose de se réapproprier ce drapeau là. Et puis pour la place des croyants en général en France, dans la société, il y a une méfiance en France qui est assez justifiée de par son histoire par rapport à la place de l'Église catholique, où en fait la laïcité c'est quand même construite en opposition aux volontés un peu hégémoniques de l'Église, qui était notamment dans les espaces d'éducation des enfants, et qui avait vocation à ne transmettre que les valeurs de l'Église. Et donc la France arrive, la laïcité, ça arrive quand même dans un moment où on dit non, il y a une morale séculaire et on n'a pas besoin de l'Église pour avoir une morale, on n'a pas besoin d'ailleurs d'être de l'Église pour être quelqu'un de bien. Et donc l'Église, vous pouvez avoir vos propres écoles, vous pouvez avoir vos propres associations, vous allez devoir vous créer en association, et on sépare les deux. Et je trouve ça vraiment très très bien, et il n'y a pas de volonté de reprendre le pouvoir, que les croyants doivent reprendre le pouvoir en France, ou je ne sais pas. Moi je suis très très content de la séparation de l'Église et de l'État. Oui. Par contre, maintenant, il y a une méfiance sur les croyants en général, dès lors qu'ils expriment des opinions. On va dire, non, mais alors, il y a le soupçon ils veulent conquérir le pouvoir, ils veulent nous imposer quelque chose, de leurs dogmes irrationnels. Alors qu'en fait, les valeurs qui sont transmises par la religion sont des valeurs comme les valeurs des personnes athées, et elles ont toute leur place dans le débat public. Et bien sûr, il ne faut pas qu'elles soient justifiées par des choses irrationnelles ou par tu vas aller en enfer si tu fais ça, mais il y a des valeurs qui sont tout à fait légitimes. Et le fait de pouvoir les exprimer en tant que religieux et qu'elles aient une place dans le débat public, au même titre que les personnes athées, les personnes agnostiques qui professent ces mêmes valeurs et ces mêmes débats. Mais voilà, moi, je pense qu'il y a une forme d'égalité qu'il faut retrouver. Pas justement de supériorité, bien sûr, mais d'égalité, tout simplement. Et en France, on se méfie encore trop juste du mot Dieu. Et à quel point tu laisses de la place dans ta vie et dans ta profession rabbinique? Comment tu fais pour ne pas te faire polluer par l'actualité et par l'air du temps, et au risque parfois d'oublier l'Éternel? Alors là, je vais faire la pub de ma femme qui a écrit un livre récemment, Albin Michel, qui s'appelle « Les nouveaux moutons de Panurge », sur justement notre rapport au temps, à travers une réflexion qui est guidée par la tradition juive, bien sûr, sur le fait qu'on perd vraiment effectivement beaucoup notre temps avec le doom scrolling, etc. Donc forcément emprunté de ces idées. En fait, pour moi, ce qui me séduit dans la tradition juive en général, la tradition juive orthodoxe qui est guidée quand même par un corpus de lois, c'est que théoriquement, dans l'idéal, on devrait être capable à n'importe quel moment de justifier le choix qu'on est en train de faire. Pourquoi je suis là, il paye ici. C'est-à-dire choisir, c'est renoncer. Donc pourquoi j'ai fait ce choix et pas tous les autres choix. Et c'est pareil pour chaque moment où on est en train de se détendre. C'est pareil pour chaque moment où on est en train de tweeter. Chaque moment où on est en train de consommer, de consommer de l'actualité. Beau lapsus. Ouais, c'est ça, effectivement. J'aimerais que c'est un lapsus, je pense que c'est de l'anglicisme, malheureusement. Mais... T'es très américain. Ouais, c'est on ça. va le voir après. Et donc, c'est le même rapport qu'il faut avoir à ces choses-là. C'est-à-dire, est-ce que je suis en train de répondre sur Twitter pour me faire mousser? Est-ce que je suis en train de perdre mon temps? Est-ce que j'ai d'autres choses à faire et je suis en train de faire du divertissement? Ou est-ce que je suis en train, par exemple, de m'impliquer dans la vie de mon pays parce que j'ai des choses à dire et parce que j'ai envie de l'améliorer? Et il ne faut pas se mentir à soi-même, bien sûr, c'est des questions d'honnêteté intellectuelle. Donc, c'est la même chose pour tout, que ce soit pour scroller sur les Instagram ou TikTok, ou pour réagir à l'actualité. À chaque moment, on doit être capable d'avoir un recul critique sur soi-même et de dire une demi-seconde, pourquoi je suis en train de faire ça en fait? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il y a quelle est la valeur derrière mon action? Et c'est pour ça que la tradition juive, je la trouve assez riche, assez forte sur ça, puisque en fait, les lois, elles ne sont pas là pour nous enfermer, elles sont justement là pour traduire des idées philosophiques dans le réel. Et à chaque fois, on est obligé de pouvoir se justifier vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de Dieu, chacune de nos actions. Et alors, je mets les pieds dans le plat. Quelle est la spécificité de l'orthodoxie moderne que tu représentes aujourd'hui en France, qui est un courant plutôt américain jusque-là?
qu'on connaissait mal en France. Quelle est sa spécificité ? Alors c'est vrai l'orthodoxie moderne en tant que courant actuel, il est américain, mais il trouve quand même ses racines dans l'Allemagne et les pays européens de l'avant-guerre. Et notamment mes grands-parents, eux, faisaient partie de ce courant-là qu'on appelait à l'époque la néo-orthodoxie. Et puis j'ai des proches et des personnes un petit peu plus éloignées dans ma famille qui ont fait le séminaire rabbinique qui était de l'orthodoxie moderne de l'avant-guerre. Cette particularité, en fait, c'est que c'est un courant qui est né comme tous les autres courants du judaïsme actuel, puisqu'en fait, tous les courants que vous avez aujourd'hui, que ce soit les chapeaux noirs ou les réformés, etc., Les libéraux. voilà, les libéraux, tous les courants actuels du judaïsme sont nés après la Révolution française, parce qu'ils étaient confrontés à un grand dilemme qui était, maintenant qu'on est citoyen, qu'est-ce qu'on fait de notre tradition ? Est-ce que on trie le grain de livret ? Est-ce qu'on envoie tout balader ? Est-ce qu'on se convertit au catholicisme pour avoir finalement accès à la véritable citoyenneté ? Parce que en fait, c'était le dernier passage à faire pour la véritable intégration. Est-ce qu'au contraire, on fait comme si les portes du ghetto ne se sont jamais ouvertes et qu'on se renferme encore plus ? Ça, c'est l'orthodoxie, l'ultra-orthodoxie. Et en fait, au même moment, c'est un courant qui est moins connu, mais qui en fait est tout à fait... tout aussi légitime que les autres, puisqu'il a exactement le même âge. C'est l'orthodoxie moderne, la néo-orthodoxie, c'était de dire, eh bien, on va profiter de ce que le monde a à nous offrir, on est content, maintenant on peut aller à l'université avec tout le monde, parce que quand même ça fait presque 2000 ans qu'on était des sous-citoyens, et là enfin on est des citoyens égaux avec tout le monde, la France première à avoir donné donc ce statut de citoyen juif, quand même, il faut le dire, ça, pour moi c'est assez important. D'où le pins aussi, c'est assez important. Et... du coup, il y a un tri à faire. On va faire un tri bienveillant entre les valeurs modernes, parce que la modernité à nous offrir, c'est pas, on va pas tout prendre en package, mais on va pas tout rejeter en bloc. C'est, voilà, est-ce que ça c'est compatible avec la tradition ? Est-ce que ça l'est pas ? Et on avance petit à petit. Et donc c'est une voie un petit peu complexe parce qu'elle doit être, comme chaque choix doit être justifié. Et bien chaque avancée, chaque, on va dire accommodation, chaque choix doit pouvoir être justifié à travers un raisonnement légal qui doit être, bulletproof. Et c'est pas forcément facile parce qu'aujourd'hui on préfère plutôt les packages identitaires où non, la modernité c'est mal, je me renferme, ma tradition elle a jamais changé depuis 2000 ans, elle a jamais évolué, il n'y a pas d'histoire et on a raison, j'ai pas besoin des autres. Ou alors à l'inverse, tout ça c'est des vieilleries, ça saute et du coup je peux juste faire mon tri et choisir ce que j'ai envie, ce qui est sympa. Et alors pardonne-moi pour la question con, mais en 2025 on rejette quoi de la modernité ? C'est intéressant, par exemple, alors moi ça n'engage que moi bien sûr, mais je vais par exemple avoir un regard pas forcément hyper bienveillant sur les formes, on va dire les formes modernes du couple sans engagement. C'est-à-dire, je reste assez conservateur sur ça. Pour moi, un couple... Le couple, c'est le mariage. Le couple, c'est mariage, foyer, etc. Alors, et après, on va être moderne parce que du coup, on va être beaucoup plus inclusif sur les questions LGBTQ, etc. Donc, c'est marrant ce que je dis à des gens parfois qui viennent chez moi. Ils me disent oui, on veut se rapprocher de la religion, etc. Mais on n'est pas hétéro, est-ce que c'est un problème ? Je dis moi, j'ai aucun problème. Par contre, mariage. Donc c'est un petit peu ça. C'est très américain. C'est ça. En réalité. Ça peut être, non, mais ça peut un peu illustrer la problématique de l'orthodoxie moderne à ce niveau-là, de dire on pense que il y a une nouvelle forme d'inclusivité à prendre en compte, quand bien même au niveau de la loi juive, on ne sait pas encore exactement par quel bout le prendre au sein de l'orthodoxie moderne. Mais on a des personnes qui sont heureuses, qui veulent fonder un foyer, elles sont ensemble et du coup, nous, on peut que accueillir. Et à part ça, on dit, mais par contre, la forme traditionnelle de l'engagement, elle est par là. Donc, c'est un exemple. Pour comprendre un peu mieux, on reste sur la question du mariage. Mariage mixte autorisé ou pas possible ? Alors, le mariage, c'est même pas une question de autoriser ou pas autoriser, ça ne marche pas dans le sens légal parce que le mariage juif, c'est un contrat entre deux personnes juives. D'accord. Donc, c'est juste le contrat de mariage juif est fait pour deux personnes juives. Après, c'est toujours une question de l'accueil a priori, a posteriori. A priori, pour moi, une personne juive, idéalement, elle est pratiquante. Et donc, si idéalement elle est pratiquante, elle se marie avec quelqu'un de pratiquant, puisque c'est pas possible, très 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 dur, de créer un foyer avec une personne qui n'a pas le même niveau de pratique que toi. Et c'est encore plus dur de le transmettre à des enfants. Donc ça, a priori, c'est l'idéal. Maintenant, a posteriori, des personnes en mariage mixte, en couple mixte ou issues de mariage mixte viennent dans ma communauté, elles sont incluses. Voilà, vous êtes bienvenus, vous prenez ce que vous pouvez prendre et je ne vous considérerai pas différent ou moins bien que le reste. Parce que le risque de rencontrer l'altérité, c'est que parfois on tombe amoureux aussi de l'altérité. Exactement, et donc c'est bien pour ça que
La question pour moi, elle se joue pas que sur l'amour. Alors, l'amour, c'est hyper important, bien sûr, mais elle se joue sur le projet. Et d'où l'idée d'engagement, d'où l'idée de foyer. C'est une question voilà, de projet, d'éducation, de création de quelque chose de nouveau qui ne peut pas reposer que sur l'amour. C'est d'ailleurs une critique, c'est aussi peut-être ça ma critique sur les formes voilà, modernes du couple, c'est que ça ne peut pas reposer que sur l'amour ou la passion. Et donc, Rabbin Émile Ackerman est pleinement français, pleinement engagé pour la France. Moi, ça me touche énormément. J'ai envie de parler d'un truc qui est passé totalement inaperçu, mais qui, moi, m'avait bouleversé. Je suis né en 92. En 2012, j'avais 20 ans. Pendant les attentats de Toulouse, des attentats qui m'ont traumatisé. Parce que c'est la première fois qu'on touche à des enfants, qu'on attaque une école, qui m'ont traumatisé. Et je me souviens d'une image en 2022 d'Emmanuel Macron commémorant cet attentat. Et il y avait le drapeau français et le drapeau israélien. Et ça m'avait un peu perturbé. Parce que je me suis dit, moi je suis binational, franco-algérien. Si demain mes enfants étaient attaqués dans leur école, j'ai pas forcément envie que ce soit le drapeau algérien. Ils ont été attaqués en France en tant que Français. Est-ce que tu comprends cette complexité du français, mais pas pleinement français dans ces moments-là, qui est assez terrible, quoi, qui m'avait vraiment déchiré? C'est très intéressant cette question, cette réflexion. Moi, je dis souvent que je suis à 99,9% patriote à cause de la Shoah, justement, où en tant que juif, on va quand même garder un minimum de recul sur toutes les structures étatiques en général, parce qu'on sait que malheureusement, elles peuvent parfois se retourner contre nous, que ce soit au niveau voilà, des gouvernements et du pouvoir ou au niveau de la population. Dans nos 2000 ans d'histoire, on a vu qu'on a subi parfois de l'un, parfois de l'autre, parfois des deux en même temps, voilà, des massacres assez horribles. Et donc voilà, je suis très très engagé pour la France parce que j'ai envie de croire justement à ce projet national. Et en même temps, toujours un petit œil de méfiance, un petit œil de recul critique en disant attention non plus, je ne peux pas m'identifier à 100%, ça reste des gendarmes français qui ont, il y a moins de 100 ans, emmené des gens de ma famille dans les camps. Donc il y a cette problématique-là juive, c'est une problématique qui existe depuis le judaïsme en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec la mondialisation, mais même avant ça, avec le christianisme, eh bien, on a un peu perdu cette idée que les Juifs étaient un peuple, sont un peuple, une ethnie, un peuple, une religion, une culture, et tout ça, ça forme un tout assez complexe. Je dis souvent, quand on est juif, on est avec un complexe identitaire, en général, parce que c'est très très dur de comprendre qu'est-ce qui fait de nous être un être juif. Les religieux comme moi, ils ont un peu réglé la question parce qu'on se dit, c'est surtout la question religieuse qui fait de nous des juifs, c'est les valeurs promues par la religion, mais on peut être juif et athée, on peut être de culture juive, on peut être juif de père et pas de mère, et donc appartenir au peuple juif sans forcément être reconnu en tant que tel par les religieux orthodoxes. Donc il y a plein de complexités là-dedans. Désolé, je fais une réponse de rabbin un peu longue avec une non longue introduction, mais parce que je trouve que c'est important ce que tu dis ici. C'est ce que j'attendais de toi. Et donc le juif a toujours cette forme de décalage avec les identités modernes, avec les identités en général qui l'entourent. Parce que quand on est dans des structures, dans des modes où l'identité c'est le pays et c'est voilà, le projet national, alors le juif, on le soupçonne de ne pas vouloir vraiment, de pas faire partie pleinement du projet national parce qu'il a un autre peuple, une autre famille. Quand c'était, à chaque fois d'ailleurs, ça devient l'ennemi des projets totalitaires. Le cosmopolite. C'est-à-dire pour l'extrême droite, le juif c'est cosmopolite, et pour l'extrême gauche, voilà, c'est-à-dire le juif va être le banquier, le capitaliste, etc., le financier, certains diront. Donc, à chaque fois, le juif est ramené à sa condition de juif par les autres parce qu'il ne rentre pas dans les cases. Et c'est d'ailleurs une des problématiques aussi avec l'intersectionnalité moderne, où pareil, le juif, on n'arrive pas trop à le rentrer. Est-ce qu'il est opprimé? Est-ce qu'il est oppresseur? Est-ce qu'il est blanc? Est-ce qu'il n'est pas blanc? Il y a plein de questions sur ça. Et donc, pour revenir à cette question de pourquoi le drapeau israélien, et est-ce que ça renvoie les juifs à une non-francité? Eh bien, Israël naît de cette vision-là que les Juifs ont besoin d'un État refuge, d'un endroit où ils sont en sécurité, d'un endroit où ils ne sont pas justement en minorité et ils ne sont pas
vulnérables selon le bon vouloir du souverain en place ou la population en place. Et donc, dans toutes les écoles juives, dans tous les milieux communautaires juifs, Israël a une énorme place en tant que ce sera toujours là. À partir de 48, l'endroit où on pourra aller si ça tourne mal. Puisqu'on garde en tête, on a quand même une mémoire assez longue, que ça peut toujours tourner mal. Très ashkénaze d'ailleurs comme vision. Ça peut toujours être pire, ça peut tourner mal, donc on peut toujours partir. Donc pour moi, c'est pas renvoyer à une non-francité de manière agressive, c'est les Juifs de Toulouse. Par contre, c'est vrai que ça pose toujours cette question-là. Le fait que le drapeau d'Israël, ça nous renvoie toujours à cette idée qu'on a pas forcément une loyauté, mais au moins un attachement à ce pays. Il est toujours dans un coin de notre tête on pourrait partir. Et ce qui fait que d'ailleurs, c'est la problématique actuelle, ça dépolitise beaucoup la question d'Israël, là où en fait les questions aujourd'hui sont éminemment politiques. Et c'est ce qui hystérise le débat, même du point de vue des communautés juives sur Israël. Mais c'est comme si Emmanuel Macron me disait soudain, ce ne sont pas tout à fait nos morts. C'est le sentiment qu'ont eu les Juifs, non pas à cause du drapeau israélien, où pour le coup, les Juifs, eux, n'ont pas du tout de problème à mettre un drapeau d'Israël à côté de celui de la France, il n'y a pas de problème à ça. Par contre, c'est le sentiment que les Juifs ont eu après Toulouse, parce qu'ils ont le sentiment que personne n'était dans la rue. Et qu'il y a eu cet abandon-là, que c'était post-Carpentras, qu'après les attentats de Carpentras, il y avait eu tout le monde dans la rue pour soutenir les Juifs, et que là, il y avait cette idée que c'était plus vraiment le problème des Français. Et d'ailleurs, en 2015, après les attentats de Charlie, c'était encore plus indécent, je trouve. Parce que là, soudain, on se retrouvait tous derrière Charlie. On a oublié au passage l'hypercachère. Et comme si les Juifs valaient moins que les autres. C'est ça. Et ma mère raconte souvent quelque chose qui l'avait choqué à la radio. C'était quelqu'un qui a interviewé un expert après les attentats de Toulouse et qui lui dit pourquoi, à votre avis, on s'en prend aux communautés étrangères ? Et ça, c'est quelque chose qui l'a profondément choqué. Et donc, il renvoie un peu les Juifs toujours à cette idée de l'autre. Voilà. Et moi, j'assume aussi ce côté autre de manière un petit peu plus positive, justement. Mais un autre qui est nous. Un autre qui est nous, c'est-à-dire, mais parce qu'en fait, on est un symbole en fait de ce qui est commun à tous les êtres humains. C'est-à-dire que tous les êtres humains ont surtout aujourd'hui après la mondialisation, ont des histoires qui sont quand même complexes, on a des attaches un petit peu partout. C'est très rare en fait aujourd'hui des gens qui sont franco-français des deux côtés depuis 4 générations. Bien sûr. Il y a des migrations, tout le monde vient de partout. Et chacun cherche son altérité aujourd'hui, chacun cherche sa particularité. Exactement. Aujourd'hui d'ailleurs on se définit même un petit peu comme ça, on est fiers même d'exhiber le fait qu'on a une particularité ethnique, culturelle spécifique. Et donc le juif c'est plutôt le symbole qui canalise tout ça. Donc je préfère l'assumer et en faire un symbole positif en disant en fait on est tous pareils, c'est-à-dire le juif, celui qui canalise tout ça, parce que par définition il a toujours été l'autre dans la vision occidentale depuis 2000 ans avec l'antisémitisme chrétien, puis ensuite nazi, puis ensuite encore aujourd'hui il résiste au fait de le mettre dans toutes les cases, des projets qui voudraient être totalisants, qui voudraient avoir une réponse sur le monde et mettre tout le monde dans des cases. Le juif il rentre jamais vraiment, mais c'est comme pour vous dire mais vous non plus, vous croyez que vous rentrez dans les cases mais vous ne rentrez pas non plus dans les cases. C'est un leurre de vouloir rentrer à chaque fois dans une case hyper spécifique pour avoir une sorte de projet, de système hyper cohérent qui permettrait d'avoir toutes les réponses, que ce soit politique, économique ou spirituelle. Donc j'aime bien afficher, je ne sais pas si je suis très clair, j'aime bien afficher cette différence juive en tant qu'elle est le symbole du particulier qui en fait est propre à chaque humain. De toute manière, tu travailles depuis longtemps sur les particularités et on t'a même entendu. Tu as été très vocal, par exemple, sur la question du voile. Une question où on n'attend pas, pour le coup, les rabbins, mais tu as défendu le voile et tu as même pris position contre l'islamophobie à plusieurs reprises. En fait, je pense que la question de ce qu'on pense spécifiquement du voile et la potentielle charge sexiste qu'il pourrait avoir dans le voile doit être séparée de sa place dans l'espace public. Et ce qui m'a choqué, c'est le moment où j'ai commencé à m'intéresser à cette question et à voir des personnalités étatiques, politiques, légiférer sur du religieux et pouvoir dire non mais ça c'est un symbole religieux qui rend les femmes soumises aux hommes et du coup ça devrait être interdit, comme s'ils avaient tout à coup le droit de faire de l'exégèse traditionnelle.
ça est lié au fait que voilà, le musulman, l'arabe devient l'autre aussi d'une certaine manière, la menace avec tous les fantasmes voilà, que ça, les fantasmes complotistes qui sont alimentés sur le grand remplacement, sur une volonté de prendre le pouvoir. Ça fait 20 ans qu'on nous répète que les frères musulmans sont aux portes du pouvoir. C'est ça qui m'a poussé. Ça, vous avez connu ça dans le passé, vous aussi. Hein. Oui, c'est ça. Alors, et ça, c'est pas pour faire faut pas faire trop de comparaisons à ce niveau-là. Je pense pas que la situation des musulmans aujourd'hui soit comparable à celle des juifs un peu avant la Shoah. Par contre, il y a des mécanismes qui sont communs. Et il faut le dire, il y a des mécanismes, le mécanisme du bouc émissaire, il est commun, il revient dans beaucoup de sociétés, des sociétés qui connaissent des problèmes, parce que c'est la réponse facile. Et moi, de ma petite personne, je vois ça et j'ai l'impression que on fait des musulmans en général, et pas que des islamistes, etc., mais on fait des musulmans en général le nouveau potentiel bouc émissaire à la société française. Et je dis, pas en mon nom en tout cas, c'est pas le projet de société que je porte, ni en tant que juif, ni en tant que français. Est-ce qu'après, il faut traiter les problématiques qui sont propres à chaque communauté, les problématiques d'antisémitisme, les problématiques des islamistes, effectivement, mais en fait, on a des renseignements généraux, on a des gens qui font des rapports, on a des personnes qui sont très compétentes, qui peuvent faire des rapports et qui peuvent combattre ça. Et qu'il faut écouter d'ailleurs, parce qu'il y en a qui crient dans le désert depuis des années. Je pense notamment à Hakim El Karoui qui a fait encore un rapport récemment que j'invite tout le monde à lire. Donc comment on combat ce qu'on va appeler le séparatisme, comment on combat le fondamentalisme religieux, c'est une question. Et après, comment on intègre tous les Français, quelles que soient leurs opinions religieuses et politiques, c'est une autre question. Et on ne peut pas faire un au détriment de l'autre, parce que sinon on mélange tout. Et en fait, les personnes qui pensent qu'elles vont réussir à faire diminuer l'islamisme en attaquant les musulmans et en fait en mettant une sorte de soupçon sur chaque fait religieux, eh bien elles se trompent totalement de combat. Et c'est même contre-productif. Et en fait, si vous regardez les chiffres, si vous regardez les rapports qui sont faits, c'est assez prouvé, c'est assez évident que plus on exclut une communauté ou une population, plus elle va avoir tendance à se regrouper en fait et à donner raison aux plus radicaux. Et à l'inverse, plus on intègre, et ben plus en fait il y a du mariage mixte, plus il y a une intégration qui est faite sur le long terme, et moins les radicaux en fait ont de poids et moins ils sont écoutés. Et comment on peut expliquer cette volonté d'effacement ces dernières années ? Parce que tu le disais, la France a un rapport complexe avec la religiosité depuis toujours, depuis le siècle des Lumières, où il y a une concurrence entre voilà, la République et l'Église. Mais on a l'impression que ça s'est accéléré ces dernières années, notamment avec les populismes d'extrême droite qui ont pris beaucoup plus de place dans le débat public. Mais ça s'est accéléré, cette volonté d'invisibiliser tout signe religieux. D'ailleurs, la preuve, c'est que on en parle quasi quotidiennement aujourd'hui. Et la question s'impose à moi. Je te la pose aujourd'hui. Je pense que ça, y a pas mal de mécanismes en fait à l'œuvre. C'est-à-dire en même temps une porosité voilà, des milieux extrêmes, une diffusion plus grande des idées complotistes d'extrême droite qui trouvent de plus en plus d'oreilles réceptives, le mécanisme du bouc émissaire et la peur en fait liée à la mondialisation, à ce que c'est le patrimoine et à l'identité en général. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, on a des questions sur nos propres identités qui sont remises au goût du jour et qui sont remises en question en général, parce que avant on avait ce rapport peut-être au terroir, ce rapport au territoire qui était transmis de génération en génération. On héritait d'une culture, on héritait d'un patrimoine, et après on rencontrait l'altérité dehors, et c'était tout ce mélange qui pouvait créer une identité. Et avec la mondialisation, on se rend compte que finalement, on n'est pas si différent de nos voisins, on n'est pas si différent on vit en fait la même chose à des pays d'écart, on a les mêmes références culturelles. Aujourd'hui sur Netflix, j'ai accès à des séries en norvégien, en espagnol, en italien. C'est-à-dire je peux partager les mêmes références culturelles avec beaucoup de personnes dans l'Occident, et ça pose une question. Ça pose une question sur finalement quelle est ma particularité en tant que Français
Et je pense particulièrement pour une majorité occidentale, catholique, sécularisée justement, qui n'est plus trop religieuse, qui voit des gens arriver, qui exhibent fièrement une forme de religion, qui exhibent fièrement des valeurs fortes. Et je pense que ça agresse un petit peu, parce qu'ils se disent « Ah, mais en fait, ils sont contre moi ». Mais en fait, ils se disent ça pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes se définir. D'où l'importance, et tu défends cette thèse dans ton livre, de se définir soi pour mieux définir la France. Exactement, c'est passer du côté particulier à l'universel. Et c'est dans l'introduction justement du livre, ma femme utilise cette métaphore de l'auteur Cynthia Ozick, où elle parle du chauffard, la corne de bélier que les Juifs utilisent notamment à Rosh Hashanah au Nouvel An pour sonner. Et elle dit, si tu sonnes du côté de l'embouchure qui est trop grande, ça va produire aucun son. D'abord, tu sonnes du petit trou et qui sort par le grand trou, et c'est que comme ça qu'on peut estimer parler aux autres. D'abord, je pars de mon côté particulier, qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui me définit, et ensuite, quand je suis solide sur mes appuis, eh bien, je vais pouvoir aller vers l'autre, aller vers l'universel, sans me sentir moi-même vulnérable ou me sentir menacé par autrui, parce que je sais déjà qui je suis. Et à ce moment-là, je peux m'ouvrir parce que j'ai pas peur. Moins j'ai peur de la personne en face de moi, plus je vais pouvoir apprendre de l'autre. Est-ce que tu as vu le film Le Dernier des Juifs ? Oui. On va le résumer pour les auditeurs, les spectateurs qui n'ont pas eu la chance de le voir. C'est un très bon film, je le conseille. Il est exceptionnel, écrit et réalisé par Noé Debré, qui est Un bon l'un de ami à nos moi génies. aussi. Ah, c'est un de tes amis ? Ah bah tu lui diras, pour moi, c'est un des génies du siècle, quoi. Vraiment, il fait tout que de la qualité. Ah ouais, je transmets. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui grandit dans un quartier populaire, qui n'est pas défini dans mes souvenirs. On ne sait pas exactement où il est, ce quartier, pour ne stigmatiser personne. Et voilà, une cité. Et il vit avec sa mère qui est seule, sa mère qui est enfermée chez elle, qui voit la communauté juive quitter le quartier, quitter même le pays. De plus en plus, elle se sent de plus en plus seule, elle regarde la télévision, I24, et elle nourrit une forme d'angoisse sur la place des Juifs dans ce quartier. Et lui, le jeune garçon, est un peu paumé, il se rend pas tout à fait compte, et il se retrouve confronté à de l'antisémitisme, etc. Enfin bref. Ce qui est intéressant, c'est qu'il lui cache en fait que les premières scènes, c'est que il n'y a plus personne en fait, la boucherie cachère ferme, il n'y a plus rien de juif, et il cache à sa mère le plus longtemps qu'il peut que en fait il n'y a plus rien de juif qui existe dans la cité et dans la ville, et qui sont effectivement les derniers des juifs, quoi. Mais ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est le face-à-face entre la mère et le fils. La mère sent qu'il y a une urgence et voit l'antisémitisme aux portes de l'appartement. Et le fils, lui, vit plutôt bien dans ce quartier et plutôt intégré. C'est une question à laquelle la communauté juive est soumise en ce moment. Il y a toute une partie de la communauté juive qui se sent en danger, qui a envie de quitter le pays. Et il y a une autre partie, et j'ai lu une de tes tribunes récemment, qui dit bah non, il faut rester justement. C'est dans ces moments-là qu'il faut rester. Comment toi tu le vis concrètement, ce déchirement de la communauté qui se dit bah les Juifs sont en danger? Il y a un livre récemment qui est sorti justement, qui s'appelle les derniers Juifs, la fin des Juifs de France, qui est un livre qui a des thèses auxquelles je ne souscris pas, mais je pense que ça représente assez bien l'idée générale des communautés juives françaises actuelles, qui se sentent pas écoutées, en danger, submergées, et qui estiment que le plus grand danger aujourd'hui vient de l'extrême gauche, qui ne sait pas réagir, qui ne sait pas comment faire par rapport à l'antisémitisme, il y a cette idée aussi du fantasme que l'extrême gauche, c'est des islamo-gauchistes et qu'ils font plaisir On va parler aux concrètement. Arabes, Il y a voilà. aussi une partie de la communauté juive qui pense que le problème c'est moi, c'est le danger, c'est moi, c'est les Arabes. Exactement. Et donc, il y a une partie, effectivement qui va être assez réceptive aux théories un peu complotistes du grand remplacement, mais quand bien même, il y a un malaise qui est en partie assez justifié, où les Juifs ont quitté les banlieues, ils ne se sentent plus les bienvenus. On est encore protégé dans certains quartiers, dans certaines villes où on vit plutôt bien. Mais globalement, il
des thèses antisémites qui reviennent et qui sont utilisées par des politiques, par des personnalités publiques encore aujourd'hui, des théories antisémites qui se diffusent. Et chez les juifs, qui, comme je disais tout à l'heure, ont quand même une bonne mémoire, hein, les oreilles, elles sifflent un peu, ils se disent « Ouh là là, peut-être que c'est temps de partir ». C'est peut-être une particularité juive, qui est que on a toujours en tête l'idée qu'à un moment, il faut faire ses valises. Et notamment les séfarades, parce que chez les Ashkénazes, il peut y avoir des familles qui qui sont ancrées potentiellement en France depuis des générations, mais les vagues d'immigration séfarade, qui sont venues à certains moments en même temps, ou pas tout à fait en même temps que les vagues d'immigration maghrébine en général, elles sont très récentes, et pour certains, la France était un pays d'accueil, mais c'est pas forcément le dernier si ça se passe mal. Et je pense que je comprends tout à fait ce sentiment de vouloir partir, de voir les thèses antisémites complotistes qui se diffusent. Moi, je vais dire les noms, j'ai pas trop de problème. C'est-à-dire pour moi, Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui est un des leaders de la gauche, et qui pour moi est vraiment quelqu'un d'antisémite, je jette pas tout LFI à la poubelle, et j'attaquerai personne d'autre à ce niveau-là. Mais par contre, je pense que vraiment on a des déclarations antisémites de Jean-Luc Mélenchon qui n'ont rien à voir avec la Palestine, et on a des listes entières de déclarations qui vraiment n'ont rien à envier à toutes les théories antisémites du Moyen-Âge. Et je pense que ça fait peur. Tu dis, ce type-là, en fait, il fait 10, 15, 20% aux élections présidentielles. Et après, l'extrême droite, aujourd'hui, qui pareil, aujourd'hui, 2027, elle est donnée à 35% dans certains égards, dans certains sondages. Et quand on voit qu'il y a des députés encore négationnistes, des vraies problématiques antisémites parmi et les militants et les cadres, et en fait, on est entre ces deux étaux-là, sans parler après encore de la population juge générale normale, qui peut être juste parce que l'antisémitisme, c'est un des aussi ciments de l'Occident depuis 2000 ans, qui du coup, sans même le savoir, est en fait réceptive à certaines autres thèses antisémites. Et les juifs sont là, ils se disent, bon, est-ce qu'on a encore notre place ici ? Et on est protégé à certains endroits, mais à d'autres moments, on se dit peut-être que c'est le temps de partir. Et alors, une partie des juifs qui s'ouvrent à l'extrême droite, c'est une autre question, hein, mais c'est un choc, c'est un bouleversement, ça aussi. C'est vrai, il y a cette idée-là que, en fait, peut-être que l'extrême droite aurait renoncé à son passé antisémite, que maintenant elle sait que les vrais ennemis, c'est les Arabes, c'est l'immigration, c'est eux qui amènent la criminalité et l'antisémitisme. L'extrême droite n'a plus rien à se reprocher, et donc on pourrait voter pour eux. Moi, je ne suis pas du tout de cet avis-là. Ma femme a d'ailleurs débattu face à Jordan Bardella, où elle lui a ramené ses vérités un petit peu en face. Je pense que c'est un leurre, mais quand bien même ce serait pas un leurre, et ça c'est très important pour moi de le dire, je l'avais dit à l'époque des élections aussi, quand bien même l'extrême droite adorerait les juifs, en fait ça reste des racistes, il ne faut pas voter pour eux au nom de nos valeurs juives. Et je pense qu'il ne faut pas non plus se perdre dans cette idée de notre survie avant tout. En fait, il y a un projet national aussi qui est important, et le projet national, il ne peut pas se faire aux dépens justement d'une partie de la population, et il ne peut pas tomber dans cette logique du bouc émissaire que nous connaissons bien, et qui sera dirigé, ok, peut-être pas contre nous, mais contre les Arabes, les Noirs, les musulmans. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit refuser. Malheureusement, plus on a peur, plus on est sensible aux personnalités et aux discours qui se veulent rassurants, qui se veulent clairs et qui se veulent simples, de les ennemis, c'est eux, moi, protecteur, et donc vote pour moi. Et ça reste malheureusement un grand vecteur de vote. Donc à notre petite échelle, on fait aussi ce qu'on peut pour dire ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire on ne veut ni une extrême gauche qui soit tolérante vis-à-vis de l'antisémitisme, ni une extrême droite qui fait potentiellement semblant d'avoir rompu avec ça, mais qui dans tous les cas est raciste et extrêmement problématique. Depuis quelques mois, quand on parle de la question juive en France et de l'antisémitisme en France, c'est une question qui malheureusement est polluée par ce qui se passe à des milliers de kilomètres d'ici au Proche-Orient. On est face à un piège. J'ai le sentiment que, malheureusement, on le disait tout à l'heure, mais c'est de par l'histoire juive, la question d'Israël est intimement liée au sort des Juifs en Occident et partout dans le monde aujourd'hui. Mais Israël est un pays comme un autre, et Israël peut être dirigé par l'extrême droite comme on le voit aujourd'hui, et Israël peut mal se comporter, et ça a un impact direct sur les Juifs du monde entier.
Euh, Comment on peut parvenir à décorréler ces deux questions? Parce que le fait de les lier, je pense que c'est un piège auquel on a tous cédé et qui peut polluer notre débat national qu'on est en train de vivre ici, et c'est un danger avant des échéances aussi importantes que 2027. C'est une bonne question. Pour moi, la principale problématique vis-à-vis d'Israël, en tout cas du côté juif, c'est qu'on pense Israël à travers le mythe plutôt que de le penser de manière politique. Et c'est une manière de se protéger aussi. C'est-à-dire, Israël, c'est l'État refuge. Israël, c'est l'endroit où on peut aller si tout va mal. Et donc, si on s'arrête là, bah, il faut défendre Israël. Si on s'arrête là, coûte que coûte, il faut qu'Israël existe, point à la ligne, et il y a pas de débat. Et le problème, c'est que ça permet de ne pas se poser d'autres questions, qui sont que quand bien même on peut être d'accord avec l'idée qu'il faut bien sûr un État refuge pour les Juifs, que de toute façon, aujourd'hui, il y a un État qui est là, il y a 7 millions de Juifs israéliens, qu'on ne va pas faire de nettoyage ethnique des Israéliens qui n'ont nulle part où repartir, qui ne connaissent pas d'autres pays. Par contre, il y a des choix politiques qui sont faits. Comme tu dis, c'est un État comme un autre, donc il y a des choix politiques qui sont faits, et il faut pouvoir interroger les choix politiques de ce pays sans passer par le mythe. C'est-à-dire... on peut poser la question des critères pour les bombardements. On peut poser la question de est-ce que c'est nécessaire de faire telle action ou telle action, combien de personnes on peut tuer combien de civils on peut tuer pour tuer un lieutenant du Hamas. C'est des questions qui sont des choix politiques qui sont faits à un moment par des personnes, par des algorithmes d'ailleurs. Et pour moi, ça c'est la première chose à faire, c'est-à-dire comprendre que ce sont des questions politiques. Après, sur la question de décorréler, le conflit israélo-palestinien, il est présent en France maintenant depuis très longtemps en Occident. Il y a une méfiance juive sur la prévalence justement de ce conflit-là, sur sa centralité. Pourquoi? Et c'est pas du whataboutisme juste en posant cette question, de dire pourquoi c'est la Palestine qui intéresse tout le monde par rapport à d'autres conflits qui sont plus meurtriers, qui sont plus sanglants, même potentiellement plus proches de chez nous. Pourquoi la Palestine? Il y a une méfiance un peu juive, mais je vais juste dire ça, une méfiance un peu juive vis-à-vis de cette centralité. Mais qu'on peut comprendre. Est-ce que c'est parce que c'est les Juifs les bourreaux à ce moment-là et c'est pour ça que les gens s'y intéressent? Est-ce qu'il y a une part de la culpabilité occidentale qui est de la Shoah qui est un petit peu atténuée parce qu'on se dit ah bah finalement si les génocidés sont des génocidaires, alors potentiellement que c'était pas trop grave qu'ils soient génocidés. Il y a un peu cette idée là de la culpabilité occidentale. Il y a cette vision aussi qui fait que pas tous les gens qui sont pro-palestiniens sont antisémites. Par contre, beaucoup d'antisémites utilisent le mouvement, les mouvements pro-palestiniens. On l'a vu dans certaines manifestations, des slogans antisémites. Moi, c'est un défouloir. On l'a vu avec Alain Soral aussi pendant des années. Et j'avais écrit l'année dernière une tribune aussi qui s'appelait « Message à mes amis pro-palestiniens » où je disais, mais en fait, moi, j'aimerais être solidaire je suis solidaire, mais j'aimerais pouvoir descendre avec les personnes qui sont aussi solidaires de la cause palestinienne, tout en militant pour deux États, pour deux peuples qui soient en sécurité, qui aient le droit d'exister. Et aujourd'hui, je ne peux pas me mêler à certaines manifestations pro-palestiniennes parce que il y a des associations pour lesquelles il y a des liens prouvés avec des soutiens du terrorisme, avec des personnalités qui ont des propos extrêmement choquants. Et tant qu'il y a une forme d'extrême gauche qui va être tolérante avec ces gens-là, moi, je peux pas aller avec eux. J'ai les mêmes difficultés. Je partage les mêmes difficultés. Mais je partage aussi les mêmes difficultés, par exemple, sur certaines marches au moment de crimes antisémites, où il y a des gens avec qui je partage rien, quoi. Bien sûr, et c'est compliqué. C'est une vraie problématique de quand on va dans une marche, exactement qu'est-ce qu'on. Ah oui, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on cautionne, qu'est-ce qu'on ne cautionne pas quand on s'associe avec des gens, surtout qu'aujourd'hui on est quand même dans la politique de meurtre par association, c'est-à-dire si t'es vu traîner avec telle personne, si t'as une photo avec telle personne, t'es direct cancel, donc c'est assez compliqué. Maintenant, ceci étant dit, ça reste un conflit qui est quand même important, ça reste un conflit où il y a des morts innocentes civiles, et je dis souvent, moi c'est aussi parce que je suis juif que j'ai été éduqué dans une communauté juive orthodoxe qui est quand même très sioniste, où j'ai baigné avec les argumentaires sionistes, etc. Et j'ai été confronté à ça, ce qui fait que c'est parce que je suis juif que je connais la complexité du conflit, entre autres. Et que après coup, j'ai grandi et j'ai vu les arguments pro-palestiniens en échange,
qui s'affrontaient avec les arguments pro-israéliens et que j'ai dû un petit peu faire la part des choses et construire une pensée un peu plus complexe du conflit. C'est pour ça aussi que j'ai du recul sur la question. Pour moi, une personne normale qui n'est pas forcément aussi bien informée et qui voit juste les images de la guerre et qui est horrible, eh ben c'est normal qu'elle soit solidaire de ça. C'est normal qu'elle soit solidaire des attentats du 7 octobre, mais c'est vrai que quand ça fait 2 ans, eh bien, et qu'on voit, qu'on voit tous les jours des images de corps, etc., notamment de civils innocents qui meurent de la main d'Israël, bah, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on est forcément on est solidaire, on a envie de manifester sa solidarité vis-à-vis de ce peuple qui est en train de se faire tuer. Et donc, je veux vraiment pas du tout jeter l'opprobre sur les mouvements pro-palestiniens. Je pense que c'est très important de le dire. Je pense que c'est très important de pouvoir exprimer cette solidarité avec des personnes qui sont en train de se faire tuer. Et juste, c'est bien d'écouter les voix juives qui sont solidaires aussi de ces mouvements-là, mais qui disent attention, voici les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Attention, ces personnes-là ont dit tel et tel propos et il faudrait mieux les écarter pour pouvoir mieux se faire entendre. Et non, ce n'est pas une manière de silencer les voix pro-palestiniennes. Au contraire, il y a des personnes juives pro-palestiniennes qui sont très impliquées, mais qui alertent sur les risques. En fait, à chaque fois que le mot juif est prononcé dans une conversation, alors aujourd'hui, il fait même peur le mot juif, on n'ose pas trop le dire, etc. Mais à chaque fois qu'il est prononcé dans les conversations, bah, oui, il comporte des risques, des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Et à ce moment-là, on dit, bah, écoutez les concernés, écoutez ceux qui vont vous parler de ces pièges-là. Mais aujourd'hui, justement, je te pose la question, tu es en face de moi, donc c'est utile, c'est pratique. Aujourd'hui, malheureusement, moi je le vois parce que je suis vachement ce qui se passe sur les réseaux, comme tu le sais, et je vois les commentaires que font les plus jeunes et les raccourcis que font les plus jeunes. Moi, mon propos, c'est la jeunesse avant tout. Quand tu te retrouves face à une communauté qui a été assez silencieuse sur les premiers massacres et les premiers bombardements, on a entendu assez peu de voix juives. Tu étais un des rares avec le collectif Golem, mais il y avait assez peu de voix juives sur la dénonciation des bombardements. Quand on a en plus à côté de ça des représentations de la communauté juive qui parlent énormément d'Israël, comment éviter, et c'est pour ça que je disais l'importance de la décorrélation, comment éviter la confusion entre Israël, ce qu'est aujourd'hui Israël, à savoir un pays dirigé par l'extrême droite, et la communauté juive de France. Je pense qu'on ne peut pas décorréler, dans le sens où, comme j'ai dit tout à l'heure, le peuple juif dans son entièreté s'identifie quand même à Israël, ou en tout cas au projet de ce qu'est Israël et à l'existence de l'État Israël. Par contre, c'est ce que je disais, je pense que je vais me répéter, mais c'est vrai, faire la différence entre le mythe, comprendre les angoisses, et ensuite de pouvoir parler politiquement parlant. Et je pense que mais là, tu parles pour la communauté juive, mais non, même pour les autres qui connaissent pas. Même pour les autres, c'est-à-dire, il y a cette idée-là que il y a une blague un petit peu sur les réseaux plutôt à gauche, quoi, que dès qu'on voulait parler de la Palestine, il fallait dire est-ce que vous condamnez le Hamas, et que c'était un petit peu la blague, il fallait condamner. Mais en fait, donner des gages dans une conversation, quand les personnes sont extrêmement touchés par ce qui se passe, que ce soit d'un côté ou d'un autre, moi je trouve pas ça fondamentalement insultant. Je pense que c'est important quand on a un vrai dialogue, pas un débat politique où de toute façon on va convaincre personne, mais quand on a un vrai dialogue, je pense que c'est important de donner gage et rassurer la personne qui est en face de soi. Et je pense qu'on soupçonne pas à quel point on peut très vite arriver à des bases communes dans un débat, dans un dialogue, d'une humanité commune. Et quand en fait on ne parle que à travers le mythe de est-ce que tu soutiens Israël ou est-ce que tu soutiens la Palestine, ça veut rien dire. À partir du moment où tu es capable de dire est-ce que tu penses qu'une vie vaut une vie, est-ce que tu penses que idéalement il faudrait faire tout pour que ça s'arrête, etc. En fait, à partir du moment où on développe les bases de la conversation, après on peut avoir un dialogue qui est beaucoup plus apaisé et on se rend compte que la plupart du temps, en tout cas pour les personnes qui sont assez équilibrées, on est d'accord sur la fin, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les moyens, souvent à cause de fantasmes déshumanisants qu'on a sur le camp d'en face. Donc
j'ai pas de formule magique. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que quand on a envie de parler des Juifs et quand on a envie de parler d'Israël aux personnes, je pense que c'est très important de faire comprendre à la population non juive ce que représente Israël dans l'idée, dans le concept général et pourquoi c'est important à travers toute l'histoire. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas que l'antisémitisme, c'est pas la Shoah. L'antisémitisme, c'est vraiment 2000 ans. 2000 ans d'histoire. 2000 ans d'histoire, 2000 ans d'être sous-citoyen, de massacres, le documentaire etc. qui est toujours disponible sur Arte, sur l'antisémitisme, en 4 épisodes, si je dis pas de bêtises. Ça de L'antisémitisme Judith occidental. Cohen-Sol et Jonathan Ayoun, il me Exactement. semble, que je salue aussi, qui est très bien. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on comprend aussi que tu as un peuple qui se fait massacrer, qui se fait jeter d'un endroit à un autre pendant 2000 ans, qui finalement a accès à un pays et certes, ça ne s'est pas fait de la manière la plus parfaite possible, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il y a expulsion forcée d'une population et que c'est aujourd'hui toujours cette problématique qui hante ce pays et qu'il n'y aura pas la paix de toute façon tant que cette problématique de la Nakba de départ n'est pas réglée d'une manière ou d'une autre. Si on parle juste du concept d'Israël, de l'angoisse existentielle du peuple juif, de sa peur de disparaître qui a été forgée par ces 2000 ans d'histoire, et qu'ensuite on se met d'accord sur les bases d'un débat qui est la reconnaissance de la valeur de la vie et de la volonté de paix, après, le reste, c'est vraiment que du détail. J'ai une dernière question sur Israël, et puis ensuite on vient en France. Mais là, pour le coup, totalement décorrélé du conflit, plus dans l'idée de ce qu'est Israël. Est-ce que c'est pas, c'est très provoque, ce que je veux dire, l'idée d'Israël, une atteinte à l'identité juive qui, dans les faits, dans les mythes, dans tout ce qui constitue l'identité juive, l'exil et la question de la minorité a fait partie intégrante de votre histoire pendant des décennies, des millénaires. Vous l'avez subi, mais ça vous a constitué, ça a été la force de la communauté juive aussi, de former ce peuple qui était toujours à part, à côté. Est-ce que ça n'a pas été... Est-ce qu'avec l'installation d'Israël ces dernières décennies, et là on le voit avec les conflits actuels, la domination d'Israël sur le Proche-Orient, est-ce que ça marque pas la fin de l'identité juive ? Alors, la tradition juive, elle est quand même fondée sur l'idée qu'après que les Hébreux sortent d'Égypte, ils vont avoir droit à un pays, que c'est le leur, qu'ils ont une terre, et donc que la fin des temps, c'est quand les Juifs revont sur leur terre. Donc on ne peut pas dire que c'est une atteinte dans le sens où ça rentre quand même dans les cadres, on va dire, des textes de la tradition, parce que l'exil a été effectivement que subi et perçu uniquement comme une punition. Maintenant, Israël n'est pas fondé par des religieux. Israël est fondé justement par les sionistes plutôt anti-religieux qui entendent marquer une rupture avec l'ancien juif de l'exil, le juif faible, le juif des livres justement, et créer un nouveau juif qui est le juif fort, le juif qui se bat, et qui là rentre un petit peu plus, on veut dire, en tout cas en contradiction avec les textes de la tradition, qui, pour la grande majorité des cas, ne met pas en avant une forme de force virile et des armes, etc., mais beaucoup plus la force de l'esprit. C'est ce qui est d'ailleurs écrit sur le fronton de la communauté juive de Strasbourg, plus fort que le glaive et mon esprit. Donc c'est cette idée-là que la force du judaïsme, c'est justement pas d'être un peuple nombreux et puissant en termes d'armement, mais qu'on a quelque chose d'autre à apporter au monde. Et c'est écrit déjà dans la Bible. Et je pense qu'effectivement, ma vision du judaïsme, c'est effectivement pas une vision qui repose sur la force. Mais on pourrait opposer, je fais les arguments et les contre-arguments, bien sûr, qu'à un moment, quand il est question de la survie du peuple juif, il faut bien qu'il puisse, pour pouvoir développer des pensées, il faut déjà être en vie. Et donc, mieux vaut d'abord s'assurer de des propres conditions de sa survie, et ensuite pour pouvoir développer une pensée, sachant que maintenant il y a un renouveau de la pensée sioniste religieuse qui veut allier le retour à la terre et y voir les germes de la rédemption et le fait que enfin les Juifs peuvent enfin retourner sur la terre. Donc je ne pense pas qu'on peut dire que c'est une atteinte. Je pense que c'est un peu too much de dire que ce serait une atteinte à l'identité juive. Par contre, c'est un danger, il faut faire attention à ne pas perdre de vue
ce qui a formé le judaïsme dans justement ces 2000 ans d'exil, ce qui a fait la force du judaïsme, et que toute la tradition rabbinique qu'on suit actuellement, elle n'a pas été écrite pour la majorité en Israël, enfin en Judée ou à Jérusalem, elle a été écrite en Babylonie et en exil, et on a développé un judaïsme d'exil qui est en soi effectivement une grande force. Donc c'est un danger, il faut que les personnes qui sont en Israël ne se pensent pas arriver à destination, ne pensent pas que tout est fini, que ça y est, le judaïsme est accompli, parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à amener à l'humanité, et il ne faut pas penser que juste l'établissement en Israël est une fin en soi. Avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et puis la question israélienne, est-ce que dans plusieurs siècles, on pourrait voir disparaître les communautés juives européennes? Est-ce qu'on n'arriverait pas à la fin d'une histoire millénaire entre les Juifs et l'Europe? Parce qu'on le voit, les chiffres de la Alia sont phénoménaux, il y a de plus en plus de Juifs qui quittent la France. Est-ce qu'à terme, cette spécificité, cette altérité, pour moi, elle ne va pas disparaître? Est-ce que mes enfants connaîtront des Juifs? C'est une très bonne question. Moi, je me bats pour qu'on reste, effectivement, je me bats pour ça. Si je suis aussi un petit peu politisé, c'est pour cette question-là, c'est-à-dire de faire en sorte, à ma petite échelle, de pouvoir créer des cadres dans lesquels les Juifs seront les bienvenus encore en France dans 50 et 100 ans et 200 ans. Effectivement, certaines personnes tirent la sonnette d'alarme en disant « Attention, bientôt, ce sera plus vivable pour les Juifs et c'est pour ça qu'il faut partir ». Moi, je pense qu'il ne faut pas céder à ces sirènes. Par contre, il faut être conscient qu'il y a potentiellement problème, qui étaient les problèmes que je citais tout à l'heure. Mais sans parler des problèmes avec cette utopie juive qui est Israël, il peut aussi avoir l'idée de... Non, parce que ça me fait moins peur. C'est-à-dire, même si tout allait bien en France, est-ce que les gens partiraient qu'il y aurait déjà une disparition des Juifs d'Europe? Ça, je ne pense pas, parce qu'à voir déjà aux États-Unis, où il y a la moitié des Juifs du monde sont quand même là-bas. Et dans l'histoire juive, en fait, à chaque fois qu'il y avait des retours, en fait, on nous dit qu'il y a une partie qui était restée. Alors, elle n'est pas forcément bien vue dans les textes de la tradition, hein, bien sûr, mais ça me fait pas... En soi, juste l'idée qu'Israël existe ne me fait pas peur. Je pense qu'il y a un rôle, que ce soit religieux ou juste politique, il y a un rôle des Juifs de diaspora à continuer à exister en diaspora hors d'Israël, quand même pour y avoir un rôle dans un Israël que j'espère en paix, qui aurait réglé définitivement la question palestinienne dans la paix et pas dans le sang, et qu'il puisse se développer de la meilleure manière possible, et c'est ce que je souhaite à ce pays de tout mon cœur. Eh bien... je pense qu'il y a des rôles. Il y a une question très importante et très intéressante de c'est quoi un État juif, sans parler de théocratie ou pas théocratie, c'est-à-dire c'est quoi un État fait par des Juifs. Ça pose des nouvelles questions religieuses qui n'étaient pas posées pendant 2000 ans, et je pense qu'elles sont extrêmement intéressantes. Mais des questions qu'on se posait il y a des décennies, au moment des premières utopies, et qu'on se pose moins aujourd'hui, malheureusement. Je pense qu'en tout cas, le monde juif actuel, et je le dis en tant que rabbin, le monde juif actuel est foisonnant et regorge d'idées extrêmement intéressantes et de penseurs, dont une grande partie est en Israël. C'est-à-dire le monde juif ne peut pas se développer sans les penseurs qui se trouvent aujourd'hui en Israël. Et ils le feront encore mieux le jour où on arrivera à la paix, je l'espère, très bientôt. Et à l'inverse, je pense qu'il y a un rôle pour les Juifs comme moi, un peu comme des ambassadeurs, on va dire, qui doivent non pas faire du prosélytisme ou convaincre les gens de la véracité du judaïsme, c'est pas du tout mon rôle, mais en tout cas apporter quelque chose de juif à l'humanité. Et je pense que c'est tout à fait légitime. Dernière question. Tu penses être enterré où ? Moi, je ne me vois pas être enterré autre part qu'en France. J'aimerais être enterré à Strasbourg, à côté de mes grands-parents, et là où je pense que mes parents seront enterrés quand ils décéderont. Hein. Mais c'est vrai que Strasbourg, c'est la terre de mes ancêtres. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'affection et d'admiration pour ce que mes grands-parents ont représenté. Donc, je ne me vois pas être enterré ailleurs. Donc, le retour à la terre strasbourgeoise. C'est ça, la terre sainte. Merci, Émile Ackerman. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Vous venez d'écouter un vrai. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis, on se retrouve sur Instagram et sur TikTok, vrai.redouane. À très vite.